Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre volet de l'intervention de l'État dans le domaine économique. Cette intervention qui vise à agir sur les grands déséquilibres macroéconomiques, notamment le chômage, l'inflation et la récession. La politique budgétaire vient ainsi s'ajouter à la politique monétaire en tant que politique conjoncturelle, c'est-à-dire en tant qu'ensemble de mesures prises par l'État afin d'agir sur les variables économiques et les rendre plus favorables. Dans cette première partie de la leçon sur la politique budgétaire, nous allons tout d'abord nous attarder sur la notion du budget, que nous allons définir. Nous allons essayer brièvement d'expliquer l'avis des grands courants de l'économie sur son utilisation comme instrument de régulation, pour détailler ensuite ses composantes et faire une petite lecture du budget de l'État marocain pour 2020. Comme son nom l'indique, la politique budgétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à utiliser le budget de l'État pour agir sur la conjoncture. Elle peut néanmoins viser des objectifs structurels, comme par exemple le financement d'infrastructures de transport, entraînant à la fois des effets conjoncturels et structurels. L'exemple au Maroc du port Tanger-Med qui a accompagné le développement de la structure des échanges extérieurs. Le budget de l'État étant un document qui retrace les recettes et les dépenses prévues pour une année budgétaire, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Les économistes ne partagent pas la même vision quant à l'efficacité de la régulation de l'économie via le budget de l'État. Les libéraux estiment que l'intervention publique entrave les mécanismes naturels du marché. Pour eux, l'État doit se contenter d'établir l'ordre et la sécurité dans le pays. Le budget de l'État doit forcément être équilibré. Avis qui n'est pas partagé par les interventionnistes et à leur tête John Maynard Keynes, pour qui la politique budgétaire constituerait un moyen efficace pour cerner les fluctuations économiques. Ainsi, pour les keynésiens, l'intervention publique a son rôle à jouer sur la demande via l'effet multiplicateur et l'effet accélérateur. Rappelons que l'effet accélérateur fait référence au rôle joué par la demande dans la stimulation de l'investissement. Si par exemple un offreur n'est pas sûr de vendre sa marchandise, c'est sûr qu'il va bien réfléchir avant de gaspiller son argent pour financer l'achat de biens d'équipement. Donc, plus la demande est élevée, plus ça accélérerait l'investissement. Du côté de l'effet multiplicateur, on souligne l'impact positif de l'investissement dans la création ou la multiplication des revenus. Si une entreprise décide d'investir en achetant des machines à une autre entreprise, cette dernière, pour répondre à cette demande, va peut-être embaucher plus de personnes et va donc distribuer des salaires. En plus, elle va enregistrer une hausse de son profit et va distribuer davantage de revenus aux actionnaires. Ce revenu supplémentaire va être affecté par les agents qui en ont profité à la consommation et à l'épargne. Les dépenses de consommation vont générer à leur tour des revenus pour les commerçants, leurs salariés et leurs fournisseurs. Le document officiel qui retrace les recettes et les dépenses de l'État s'appelle loi de finances. Le contenu, la présentation, le vote et l'exécution de cette loi est régi par une loi organique dont la dernière en date est celle de juin 2015. On distingue selon la loi organique 3 types de lois de finances. La loi de finances de l'année ou loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. La loi de finances de l'année est celle qui prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Cette loi initiale est élaborée par référence à une programmation triennale, c'est-à-dire sur 3 années, actualisée chaque année en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Cette programmation vise notamment à définir en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées l'évolution sur 3 ans de l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Cependant, au cours de l'année, il peut y avoir des modifications majeures dans les composantes de la loi de finances de l'année, ce qui nécessiterait le vote d'une loi de finances rectificative compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière. Par exemple, dans les jours qui suivent, on pourrait adopter une loi pour rectifier la loi de finances 2020 avec les dépenses énormes qu'occasionnerait la lutte contre le Covid-19.
Enfin, la loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultats de l'année. Ce projet doit être déposé sur le bureau des chambres du Parlement au plus tard à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'exécution de la loi de finances. Il est accompagné d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du royaume. Avant d'adopter le projet de loi de finances, celui-ci passe par plusieurs étapes. Une phase de programmation, une phase de consultation, une phase d'élaboration et d'arbitrage et l'ultime phase de l'adoption. Durant ces différentes étapes, les différents départements ministériels font leurs propositions concernant la programmation budgétaire assortie des objectifs et indicateurs de performance. Ces propositions vont passer par plusieurs commissions. Cela aidera le ministère de l'Économie et des Finances à élaborer le projet de loi de finances, dont les orientations générales vont être délibérées par le Conseil des ministres. Ainsi, après adoption du projet de loi de finances par le Conseil du gouvernement, celui-ci va être déposé au bureau de la Chambre des représentants pour être examiné et voté. S'en suivra l'examen et le vote de la Chambre des conseillers et par la suite l'adoption définitive par la Chambre des représentants. En somme, la loi de finances va déterminer pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elle détermine. Maintenant, on va se concentrer sur la loi de finances de l'année et ses composantes. Donc la loi de finances initiale se compose du budget général de l'État, du budget des services de l'État gérés de manière autonome, les SECMA, et du budget des comptes spéciaux du Trésor, les CST. Commençons tout d'abord par le budget général de l'État. Ce compte qui retrace les dépenses et les recettes annuelles de l'État qui ne font pas l'objet d'une affectation spéciale. Ces recettes sont scindées en recettes ordinaires et en recettes d'emprunt à moyen et long terme. Et ces dépenses sont composées des dépenses ordinaires du budget général, des dépenses d'investissement du budget général et des amortissements de la dette publique à moyen et long terme. Attardons-nous un petit peu sur les recettes et les dépenses ordinaires. Concernant les recettes ordinaires pour 2020, une part de plus de 90% serait attribuée aux recettes fiscales, c'est-à-dire aux impôts et taxes. Ainsi, au cours d'une année budgétaire, on peut apporter une modification aux prélèvements obligatoires effectués par l'État. On peut créer de nouvelles taxes, opérer des exonérations fiscales, imposer des personnes physiques ou morales qui ne l'étaient pas auparavant, augmenter ou réduire la base d'imposition ou les taux appliqués. Concernant les recettes non fiscales, il s'agit principalement du produit d'exploitation, des redevances, des parts de bénéfices provenant des entreprises et établissements publics. D'un autre côté, ça englobe les recettes de privatisation, c'est-à-dire résultant de la cession de l'État d'une partie ou de la totalité de ses participations dans les entreprises publiques, comme par exemple la privatisation de Mars Maroc, ou celle à venir de la Mamonia et de la centrale électrique de Tzardat. On intègre également dans les recettes non fiscales les recettes des domaines privés de l'État, c'est-à-dire les biens mobiliers et immobiliers qu'il peut vendre ou louer, par exemple les terrains nus urbains, suburbains et agricoles, ainsi que les recettes des dons et legs. Concernant les dépenses ordinaires, elles sont constituées principalement des dépenses de fonctionnement, à hauteur de 88% pour l'année 2020, avec une prépondérance des dépenses de personnel, c'est-à-dire traitement et cotisation de l'État au titre de la prévoyance sociale et de la retraite, qui représentent, pour 2020, 60% des dépenses de fonctionnement. À ces dépenses s'ajoutent les dépenses de matériel afférentes au fonctionnement des services publics, auxquelles on ajoute les charges communes, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses qui ne peuvent être imputées sur les budgets des départements ministériels ou institutions. Il s'agit principalement des soutiens au prix à la consommation,
c'est-à-dire la subvention au gaz butane, à la farine nationale et du blé tendre, au sucre, etc. Par la suite, il s'agit des réductions aux suppressions ainsi que le remboursement accordé par l'administration fiscale aux contribuables, en plus des dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Aux dépenses de fonctionnement s'ajoutent également les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique. Passons maintenant aux segments. Les segments sont en fait les services de l'État qui n'ont pas de personnalité morale. Ils sont sous la tutelle de ministères ou de départements ministériels. Et donc, certaines dépenses sont couvertes par des ressources propres. Cependant, ils peuvent profiter des crédits du budget général ou des subventions du budget général. Comme exemple, on peut citer le complexe sportif Mohamed V de Casablanca ou le zoo de Temara. Pour assister à un match ou pour visiter le zoo, on achète des tickets, ce qui représente pour ces services une ressource sous forme de rémunération de services rendus. Le budget des segments comprend les recettes et les dépenses d'exploitation et les recettes et dépenses d'investissement. Juste une petite remarque, pour les segments créés à partir du 1er janvier 2016, les ressources propres doivent représenter à compter de la 3e année budgétaire suivant la création des dits services en moins 30% de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dite année. Les segments qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante. Passons maintenant aux comptes spéciaux du Trésor. Ces comptes ont pour objectif de prendre en compte des opérations qui n'ont pas été envisagées par les prévisions budgétaires initiales ou encore d'échelonner une autorisation budgétaire sur plus d'une année. Ils peuvent aussi consister à décrire certaines opérations spécifiques de l'État de nature différente de celle du budget général ou rapprocher des recettes et des dépenses d'une même activité. Les CST ne respectent pas le principe d'universalité des finances publiques, selon lequel il doit y avoir une non-affectation des recettes aux dépenses, c'est-à-dire des recettes définies ne devraient pas être affectées à la couverture de dépenses déterminées. Donc ce principe, comme j'ai dit, n'est en général pas respecté pour les CST. Si on prend l'exemple du fonds spécial routier, eh bien, il est doté de recettes provenant de la taxe à l'essieu sur le transport de marchandises, du produit de la taxe additionnelle d'immatriculation sur les véhicules automobiles et d'un prélèvement sur les quotités de taxes intérieures de consommation applicables à certains produits pétroliers. Afin d'étudier la loi de finances de l'année, il serait nécessaire de faire certains calculs intermédiaires. À la suite de ces calculs, on pourra déterminer les besoins de financement du budget de l'État. Le premier solde qu'on va calculer, c'est le solde ordinaire du budget général, qui est la différence entre recettes ordinaires et dépenses ordinaires. Pour 2020, le solde ordinaire prévu dégagerait une épargne publique ou un excédent ordinaire de 6 434 millions de dirhams. Deuxième solde qu'on va calculer, c'est le solde du budget général, qui est la différence entre solde ordinaire et dépenses d'investissement du budget général. Pour 2020, les dépenses d'investissement du budget général dépasseraient le solde ordinaire de 71 775 millions de dirhams. Donc le solde du budget enregistrerait un déficit de 71 775 millions de dirhams. Dernier solde à calculer, c'est le solde du budget de l'État, qui est la somme du solde du budget général, du solde des segments et du solde des CST. Donc, toujours pour 2020, le solde du budget de l'État prévu serait déficitaire de 71 541 millions de dirhams. Le calcul de ces soldes permet de calculer le besoin brut de financement de budget de l'État et le besoin résiduel du financement de budget de l'État. Ainsi, le besoin résiduel du financement du budget de l'État pour 2020 serait estimé à 41 853 millions de dirhams. Pour conclure, si on doit comparer la loi de finances actuelle et celle qui la précède, on va relever les caractéristiques suivantes des finances publiques au Maroc. Premièrement, le budget de l'État souffre d'un déficit chronique.
Il a même atteint un pic de 7,2% du PIB en 2012. Mais grâce à des mesures d'assainissement, on l'a porté à 3,7% du PIB en 2018. Deuxième caractéristique, c'est la prépondérance des recettes fiscales. Elles ont ainsi progressé de 6% en moyenne annuelle pour s'établir à 209 milliards de dirhams en 2018. Troisième caractéristique, c'est l'augmentation importante de la dette publique, qui a représenté en 2018 65,3% de la dette du Trésor. Dernière caractéristique, c'est le poids significatif des dépenses ordinaires par rapport à celui des dépenses d'investissement, avec cependant une prépondérance des dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale, en plus d'un coût élevé de subventions. Le tableau suivant résume comment on lit ou on interprète les différents soldes. Pour terminer, je vous souhaite bonne chance et attendez prochainement la deuxième partie du cours.